Il enseigne dans le secondaire au lycée Europol, donc lycée qui est situé à Grenoble. Il est également membre du conseil scientifique du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère et correspondant pour l'Isère de l'Institut d'histoire du temps présent au CNRS. Donc, il a réalisé de très nombreuses publications, notamment une biographie de Jean-Marie Bulle, Les carnets du capitaine Bulle, L'homme derrière la légende et la résistance en Rhône-Alpes. La conférence donc durera à peu près 1h30, donc environ 1 heure de conférence et une demi-heure de questions. Vu qu'on n'est pas beaucoup, vous pouvez poser vos questions donc au travers du chat qui est situé en bas de votre écran. À noter que cette conférence est également filmée et qu'elle sera disponible en ligne sur le Facebook de l'association. Donc voilà. Donc demain, dernière conférence qui portera sur la guerre, objet d'histoire, enjeux de mémoire et questions d'enseignement. Il sera présenté par Monsieur Philippe Barrière, qui est docteur en histoire contemporaine et professeur agrégé d'histoire. Et on retrouvera également une conférence qui ne sera pas en lien avec la bataille des Alpes, mais plutôt avec le coronavirus, jeudi soir, où on aura le plaisir d'accueillir donc Julien Paula, qui est le maire de Voiron et qui nous parlera de comment il a géré la crise donc au niveau de sa commune. Voilà, donc Gilles, je vous propose de commencer. La parole est à vous. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à poser vos questions et être actifs tout au long de cette conférence de façon à ce qu'elle soit riche et intéressante. Merci. Je salue tout le monde de loin. Je vais essayer de vous montrer des images qui sont un petit peu rares. Alors bon, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance du sujet. Moi, ce qui m'a toujours intéressé dès le début de mes recherches historiques, je suis chercheur à temps partiel, peut-être un peu plus maintenant parce que je vais bientôt cesser d'être prof, mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est de mesurer les différents niveaux de lecture d'un événement. Et en l'occurrence, là, la guerre de juin 40 sur les Alpes, qui était le sujet, un de mes sujets de chercheur de jeunesse, en fait, justement, articule très bien ça. On a l'international avec la marche de la Seconde Guerre mondiale au sens large, puisqu'on verra que ça joue un rôle très important au moment de l'armistice. Le niveau national, c'est-à-dire des relations entre la France et l'Italie qui s'avèrent complexes à ce moment précis de la fin des années 30. Et puis le local, pour pas dire l'extrême local, c'est-à-dire les deux régions, en l'occurrence, dont je vais vous parler beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire le Val d'Ost, qui est donc la région frontalière de la Savoie par le col du Petit Saint-Bernard. On n'oublie jamais que le tunnel du Mont Blanc n'existait pas à ce moment-là, donc c'était ça l'accès. Donc la vallée d'Ost et la Tarentaise. Deux régions frontalières, mais qui ont plein de points communs en dehors de leur appartenance ancienne aux États de Savoie, mais des points communs humains, évidemment, le même type de vie, même style de vie, même difficulté de vivre, et aussi des relations très anciennes. Et on verra que ça joue pas mal dans la déclinaison locale des événements historiques nationaux. Alors, donc l'axe de ce que je vais évoquer, c'est vraiment la guerre vue d'en bas. Donc, on va jongler avec ces trois niveaux de lecture, l'international, le national, le local, et je parlerai en cours de route donc de deux personnages, un Italien et donc un Français. L'Italien est devenu célèbre par la suite. C'est Mario Rigoni Stern, qui est décédé il y a quelques années maintenant, mais qui a fait une carrière militaire presque à son corps défendant et qui était extrêmement connu en Italie. Il a été publié à la Pléiade italienne, à l'équivalent italien de la Pléiade de son vivant. Il est surtout célèbre pour un livre dans lequel il raconte sa retraite de Russie, puisqu'il a été embarqué dans l'armée italienne à Stalingrad, et il raconte sa retraite de Russie. Le livre s'appelle Le sergent dans la neige. Je crois publié, il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires en Italie quand il est sorti à l'époque. C'est un écrivain qui n'a jamais été ambitieux. Il s'est jamais présenté comme un romancier, mais comme un raconteur, un narrateur.
Et en l'occurrence, il a fait sa première expérience de guerre était en juin 40 sur le front des Alpes justement et en Tarentaise. Donc voilà tous les niveaux de lecture. Alors on va attaquer Dru. Les populations locales, c'est ma première grande partie, c'est les populations locales face à la montée des tensions. Et il faut rappeler sans doute ce qu'était la vallée d'Ost sous le fascisme. Région intramontaine, vallée intramontaine, région rude, hein, qui avait connu une émigration forte à la fin du 19e siècle déjà, et qui a continué au début du siècle à une émigration massivement dirigée vers la France, vers la Savoie, les usines, mais pas la Savoie rurale, parce que c'était la même que la leur, mais la Savoie déjà un petit peu industrielle, celle qui va leur permettre de trouver du boulot. Mais il y avait déjà aussi depuis très longtemps des émigrations temporaires, beaucoup de bergers, de fromagers valdôtains venaient travailler chez les Hauts-Tarins, s'ils faisaient exploiter pas mal d'ailleurs, parenthèse, parce que ça y est, les Hauts-Tarins avaient trouvé plus pauvres qu'eux, et donc c'est un coup classique de profiter des gens un peu plus faibles que soi, mais néanmoins compétents. Et ces migrations saisonnières étaient parfois devenues définitives via des mariages. Il y avait aussi des liens encore plus anciens où, par exemple, des gens de Sainte-Foy possédaient des alpages sur Val-Grisanche, de même que des Valdôtains avaient des alpages sur la commune de C au niveau du col du Puy-Saint-Bernard. Bref, ces gens-là se connaissaient, ils avaient les mêmes noms, parce qu'un des caractères de la vallée d'Ost était évidemment qu'elle était francophone. Schématiquement, les articles de loi étaient en italien, les élites locales, bourgeoisie, prêtres, parlaient français, les curés prêchaient en français, et la population parlait patois, un patois franco-provençal évidemment proche de celui de Tarentaise. Alors ça c'est le cadre, l'espèce de cadre général. Une vallée pauvre avec une tradition migratoire, notamment vers Paris aussi. Hein, quand on avait quitté la Savoie, on partait sur Grenoble, mais bien plus souvent sur Paris. Il y a une colonie valdôtaine à Levallois-Perret notamment. Et avant Balkany, le maire de Levallois-Perret était un valdôtain. Il s'appelait Parfait-Jean, il était valdôtain. C'est la petite histoire, ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les années du fascisme en Vallée d'Ost sont vécues par la population comme une sorte de colonisation de l'Italie d'en bas. En fait, la Vallée d'Ost est là une ressource extrêmement importante pour Mussolini dans la perspective de l'armement de l'Italie, on va dire. Ce sont les mines de charbon de la Tuile, et surtout l'usine sidérurgique de Cogne, des mines donc à la Tuile et à Cogne, et à Ost, une énorme usine sidérurgique qui va très vite, ça s'appelait Lansaldo, qui va très vite s'orienter vers la production de guerre. Mais pour faire cette production de guerre, Mussolini va organiser la migration de milliers d'Italiens venus de Vénétie vers la vallée d'Ost, en gros des pauvres gens ruinés par la Première Guerre mondiale que Mussolini va transférer en vallée d'Ost pendant que les Valdôtains continuaient à migrer vers la France. Vous voyez, une sorte de double déplacement de population. Et les Valdôtains de base, en quelque sorte, vivaient très mal cette situation d'être obligés de partir de chez eux. Il faut dire aussi qu'ils rechignaient à devenir ouvriers d'usine à Lansaldo. C'était des ruraux, c'était des montagnards, des bergers, et ils n'avaient pas tellement envie d'être prolétarisés dans les usines. Et ce transfert de population s'accompagne aussi d'une prise de contrôle politique forte, puisqu'en 1927, Mussolini va transformer la vallée d'Ost, qui était juste un annexe du Piémont, il va lui donner le statut de province, de provincia, avec donc un préfet particulier, signe de l'importance qu'il donnait à la région sur le plan militaire et industriel. Mais il trouvait les Valdôtains
pas suffisamment italiens. Et pour leur expliquer où était le sens de leur patriotisme, alors qu'en fait, grave erreur de sa part, hein, les Valdôtains s'étaient battus comme des lions pendant la Première Guerre mondiale. Le bataillon Host a été un des rares bataillons à avoir eu la médaille d'or à valeur militaire dans la Première Guerre mondiale. Mais Mussolini n'a pas confiance dans ces gens et il va notamment italianiser la population, il italianise aussi la culture. Il va s'appuyer sur un évêque italophone et qui va faire une opération de mise au pas des curés qui n'auront plus le droit de prêcher en français. Et Mussolini va italianiser les noms des villes et des villages à la fin des années 30. Et en 1939, il avait même le projet d'italianiser les noms des gens qui s'appellent Colomb, Durand, etc. Et les villages, par exemple, la Tuile est devenue Porta Littoria, Saint-Didier est devenu San Desiderio Terme, Villanova Baltea pour Villeneuve. Bref, une sorte de mise au pas que les Valdôtains ont subi et qu'ils ont subi avec une première tentative de résistance d'une certaine manière culturelle qui tournait autour d'un mouvement qui s'appelait la Jeune Vallée d'Ost, créé en 1926 par des intellectuels, des bourgeois et des prêtres. Et on va trouver là, c'est intéressant, je vous dis ça n'a rien à voir avec notre combat, ben si, parce que ces jeunes bourgeois ou intellectuels, ils vont être les officiers, les jeunes officiers de l'armée italienne, et ils seront plus tard les têtes de la résistance valdôtaine. Je pense à Émile Chanoux, qui sera la sorte de Jean Moulin valdôtain, et le combat culturel pour la défense du français, la défense de l'usage du français, c'était une forme d'antifascisme, du moins de non-consentement au fascisme, pour évoquer des concepts un peu plus récents. Alors, cette vallée d'Ost est donc italianisée de force, culturellement brimée. Elle va devenir, en fait, très vite, une zone militaire et militarisée, avec à Ost même, vous pouvez voir la carte là, à Ost, la création de l'école militaire de haute montagne qui devait former l'équivalent de notre école de Chamonix, en fait. Et le jeune Rigoni Stern, qui est un enfant, lui, de Bassano del Grappa, du plateau d'Asiago, qui a été un champ de bataille effarant pendant la Première Guerre mondiale, une sorte de Verdun italien, né là-bas en 1921, un peu tête brûlée, montagnard, qui a le goût de l'aventure. En fait, il va s'inscrire à 17 ans dans cette école militaire de haute montagne, essentiellement pour y faire du sport, pour y faire de la montagne et des exploits qu'il voit assez naturellement comme sportif. La guerre va le rattraper après. Alors, la militarisation de l'allée, elle se fait par le nombre de troupes qui vont y venir, mais à vrai dire, la logique militaire des deux côtés, et ça j'insiste bien là-dessus, des deux côtés, côté italien et côté français, la logique militaire, c'est une logique de défense. Les deux ont peur d'une attaque d'en face. Et la photo que je vous montre ici, ce sont des blocs anti-chars, des blocs de béton anti-chars qui sont des blocs italiens, construits par les Italiens au col du Petit Saint-Bernard, pour parer à une éventuelle attaque motorisée de l'armée française. Alors, ils étaient mal renseignés, sans doute, hein, puisque de l'autre côté, on fabriquait la ligne Maginot des Alpes. Hein, on n'avait pas spécialement de plan d'attaque massive avec des blindés par le col du Saint-Bernard. Hein, mais l'Italie dépense beaucoup d'énergie et d'argent à faire aussi sa ligne de défense. Mais toute ligne de défense qu'elle est, l'approche de la guerre inquiète les populations, parce que ce qu'on voit arriver, c'est que toute cette masse de militaires qui arrivent en Vallée d'Ost, les Valdôtains, eux, se concentrent dans le bataillon Aosta,
auréolé de ses exploits de 14-18, mais globalement, les Valdôtains cherchent, on sent, quand on analyse, qu'ils essayent d'échapper à la guerre. On voit, par exemple, à la Tuile, une sorte de vocation extraordinaire pour aller travailler dans la mine de charbon, parce que les mineurs sont exemptés de service militaire. Or, c'est pas du tout dans la culture de la Tuile d'aller s'enfermer au fond d'une mine, quoi. C'est juste pour pas risquer d'aller à la guerre. Ne pas risquer d'aller à la guerre, ça veut dire aussi s'embaucher dans l'armée en étant spécialiste du pain, de la fabrication de l'agneau, bref, une sorte de phénomène de fuite. De même qu'on voit aussi apparaître chez les soldats valdôtains des tendances, alors c'est de la résistance à bas bruit, hein, mais quand on a bu un coup, quand on est un peu sous, c'est là qu'on finit en prison parce qu'on a proféré des horreurs sur Mussolini, par exemple. Alors, on n'ose pas le faire en vrai, mais quand on a un coup dans le nez, ça libère les fonds de la pensée. Bref, une vallée d'Ost qui a subi en fait les événements et qui va continuer à les subir. Côté tarentaise, la logique, elle est aussi, bien sûr, une logique défensive. La ligne Maginot des Alpes, elle existe, elle n'est pas tout à fait terminée. Ça, c'est une image, excusez-moi, c'est une image de la militarisation de la vallée d'Ost. Là, on n'est pas très loin du col du Petit-Saint-Bernard, on est début juin. Et là, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de neige. La route du col est complètement enneigée sur des mètres. Et la première chose qu'on fait, c'est dégager de la neige et monter des canons qui ressemblent un peu à ceux de 14 avec les planches pour pas s'enfoncer. Bref. On voit déjà la difficulté du combat en montagne, pourtant que tous connaissent bien depuis la Première Guerre. Côté français, donc, en fait, on a la ligne Maginot des Alpes. Alors, je vous ai pas remis des images des forts, hein, vous verrez celui de la Redoute tout à l'heure, mais en gros, le secteur tarentaise, il est moins costaud que celui de la Maurienne, il y a un peu moins de forts partout, mais il est très organisé. Tout ça est presque terminé, le lien entre les forts. Et d'ailleurs, il faut remarquer, par exemple, que la fin de la ligne Maginot, les derniers travaux ont été accélérés et faits par des Espagnols issus de la défaite des républicains espagnols. Et quand on les a sortis de Gurs, des camps du sud-ouest, en fait, on leur a proposé, on les a mis dans des groupements de travailleurs étrangers, c'est-à-dire, en gros, on leur a dit, on vous libère, mais vous travaillez pour la défense nationale. Et en Tarentaise, mais sûrement en Maurienne aussi, il y a des chemins qu'on appelle étonnamment chemins des Espagnols. C'est des chemins d'altitude qui reliaient des petits fortins entre eux, et en fait, on les a appelés comme ça tout simplement parce que c'est eux qui les ont piochés dans l'automne 39, printemps 40, en quelque sorte. Cette ligne Maginot des Alpes, en gros, elle colle avec l'idée, c'est qu'on a en première ligne, vous voyez, la position dite de résistance française, elle est là, en pointillé. Je ne sais pas si on voit ma flèche qui se balade. Oui. Est-ce qu'on voit ma flèche qui se balade? Non. C'est la ligne rouge. Ça, c'est la vraie ligne de défense, c'est-à-dire là où il y a les postes d'artillerie et notamment autour de Bourg-Saint-Maurice, la célèbre cave à canon qui est orientée justement vers le Petit Saint-Bernard. Toute cette partie entre la frontière et la ligne de résistance est tenue par les avant-postes qui sont composés en gros de soldats peu nombreux mais très bien entraînés, qui sont les sections d'éclaireurs-skieurs et les bataillons alpins de forteresse, dites aussi écrevisses des remparts, puisqu'ils prennent le soleil plus que la moyenne. Les sections d'éclaireurs-skieurs, ce sont souvent des gens qui ont fait le service militaire dans les chasseurs alpins, à qui on a laissé leurs skis, qui ont mission avec leurs skis de s'entretenir au niveau montagne. Alors, ils vont être mobilisés en 1939 et on va voir que pendant ce temps-là, ils vont consolider leur état d'esprit avec des jeunes officiers assez brillants et assez énergiques. Alors, on voit ces gens-là, là voilà Jean-Marie Bulle à droite, là, avec ces gars. Ces gars sont des locaux. C'est important.
ils sont des locaux. Et voilà Jean-Marie Bulle, jeune homme né en Franche-Comté, Pontarlier, un enfant de la République, on dirait, hein, le père receveur des postes. Il est extrêmement catholique, il est extrêmement passionné et il va faire, malgré sa petite santé, hein, il a des problèmes pulmonaires, mais il va faire Saint-Cyr. Et à la sortie de Saint-Cyr, comme beaucoup de ces jeunes ambitieux, des jeunes qui ont le sens de l'action, il ne va pas chercher une planque dans les colonies, il va demander les troupes alpines et l'école de haute montagne de Chamonix. Alors, il y a comme ça là toute une petite génération de gens qui n'ont pas 30 ans. Et on connaît bien Tom Morel, qui y est aussi, hein, Tom Morel, Desserteau, De Castex. Tous ces gens sont des jeunes gens brillants qui ont su très bien faire une fusion avec les locaux qui sont des rappelés, hein, qui sont nettement plus âgés, qui parfois ont déjà des enfants, etc. Et le goût de l'exigence, le goût de l'aventure et l'exigence, ça permet donc de faire une sorte de bon amalgame en quelque sorte entre eux. Alors, la logique de défense, elle est facile. Ceux qui sont en première ligne, les sections d'éclaireurs-skieurs et les bataillons alpins de forteresse, doivent renseigner, doivent combattre sur les avant-postes pour tenir tant qu'ils peuvent une éventuelle attaque. Et derrière, ils doivent aussi surtout avertir, communiquer auprès de l'artillerie qui, elle, est installée et a des tirs pré-réglés. La ligne Maginot, elle est des Alpes, elle fonctionne vraiment. Tous les tirs sont pré-réglés, ce qui fait que dès qu'on verra apparaître des assaillants dans une brèche, dans un petit col, boum, ça va taper tout de suite et ça va taper juste. Donc, le paradoxe, c'est qu'on approche d'une guerre, mais que les deux armées sont en position de défense et qu'on ne change pas forcément une position de défense en position d'attaque en quelques minutes. On va travailler, là, c'est une photo prise le 8 juin, on est juste avant la déclaration de guerre. Déjà, y a des rumeurs, hein, bien sûr, et là, on se déplace en altitude, c'est-à-dire qu'on monte au col de l'Aiguille, puis on va monter sur l'Aiguille des Glaciers pour surveiller ce qui se passe de l'autre côté, le Val-Béni et tout ça. Et à partir de la déclaration de guerre, et déjà avant, le lieutenant Bulle, à l'époque, il est seulement lieutenant, il va monter avec un ou deux de ses gars, mais lui, il montera toujours avec un ou deux de ses gars, justement, tous les jours pour monter, pour voir ce qui se passe de l'autre côté, s'il y a concentration de troupes, s'il y a mouvement de troupes, etc. Ils sont ardents. Pourquoi sont-ils ardents ? Eh ben, c'est parce que, de fait, hein, les locaux, ils défendent leur maison. Ils vont défendre leur maison, ils vont devoir défendre leur maison. Ça, c'est un ajout supplémentaire. Alors, sur l'atmosphère entre eux, voilà, on en reparlera parce que sur le terrain, notamment au col du Puy-Saint-Bernard, Bulle ne voit pas trop d'Italiens à ce moment-là, parfois au col de la Seigne. Mais avant la guerre, les patrouilles se rencontrent. Elles échangent des cigarettes, elles discutent de l'atmosphère générale. On se connaît aussi parce que l'école de Chamonix, l'école militaire alpine de Chamonix et l'école militaire d'Ost forment des gens qui sont des alpinistes et avant de se faire la guerre, on fait de la compétition sur qui fera une première à tel endroit, qui battra le record de vitesse de montée à tel autre. Ils se connaissent tous ces gens. Hein. C'est aussi des guides de Chamonix et des guides de Courmayeur hein, qui se connaissent parfaitement bien et qui vont se retrouver sans doute les uns en face des autres pour faire une guerre, à vrai dire, pour laquelle ils ont assez peu de motivation. Alors, le grand jour arrive, c'est le 10 juin. Donc, après avoir vu la vallée d'Ost, la Tarentaise, là, on arrive au 10 juin. Et le 10 juin, c'est une photo de la ville d'Ost. Hein, c'est la place Chanou aujourd'hui. Chanou, justement, le nom du martyr de la résistance d'Aldoten. Donc, on voit on est sur la grande place avec évidemment l'inscription d'Ouch et dit le rapport 8000 personnes qui écoutent à la radio le discours de Mussolini.
Et là, je vous ai mis un document en italien parce que celui-là, il est quand même intéressant parce que c'est le rapport du podestat, c'est le rapport non exactement du questeur, c'est-à-dire de l'espèce de préfet d'Ost qui fait son rapport quand même au ministère de l'Intérieur et qui nous raconte que la déclaration de guerre à la France et à l'Angleterre a été accueillie par cette population avec un faible enthousiasme et même avec une certaine froideur et même de la stupeur, parce qu'une bonne partie de cette population, en particulier la classe intellectuelle, connue pour ses tendances francophiles, espérait toujours qu'en gros, il n'y aurait pas de déclaration de guerre à la République voisine. Et cet état d'esprit de la population était partagé aussi par le clergé. En clair, il est en train de nous raconter que les Valdôtains n'ont pas du tout apprécié la déclaration de guerre malgré le bruit et le nombre sur la place. Et c'est assez étonnant parce que la plupart des rapports commencent par des formules convenues. La foule a applaudi avec enthousiasme la déclaration de Duce et tout ça. Il le met aussi, hein, que les 8000 personnes ont applaudi et tout. Mais derrière, quand même, il y a c'est même courageux de sa part, d'une certaine manière, c'est lucide en tout cas. Et contrairement à la doctrine fréquente où on voit les rapports officiels qui sont là pour faire plaisir à celui qui va les lire, là, ça a le mérite de la franchise. On a quelques traces aussi de cet accueil froid par les Valdôtains de la guerre. C'est le témoignage de Malaparte dans son livre, je crois que c'est Le Soleil est aveugle, si je me rappelle bien, où il est présent à Morges, à côté d'Ost, là, et où il signale des cris de protestation de la part des soldats du bataillon Osta, celui qui s'était tant distingué lors de la Première Guerre. Donc on a si on ajoute les tentatives de planque dans les mines, le rapport du préfet, on voit bien que les Valdôtains vont aller à la guerre à reculons, et même les militaires. Alors qu'est-ce qui se passe en France pendant ce temps-là? Eh bien, c'est fini le bon temps. Ça, c'est une photo prise soyons rigoureux, c'est une photo prise en septembre 39. Donc, après la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, quand même. Mais où l'Italie est encore neutre. Hein. Ça se passe au col du Mont. C'est côté Sainte-Foy, Val-Grisange. Vous voyez, hein, vous reconnaissez les bérets, et les chapeaux. On lit des cartes. Ambiance plutôt cool. Ça, c'est Émile Paganon, section d'éclaireurs skieurs, et futur chef du maquis en Haute-Tarentaise. Donc ça, c'est fini. Encore que il y a des témoignages qui, dans les archives militaires italiennes, d'une visite d'un officier le 6 juin 40 au col du Saint-Bernard, où il retrouve des soldats italiens et des Français en train de boire le vermouth, et il rédige un rapport en disant « Non era la guerra, era la bomba ». Bon, on pensera ce qu'on voudra. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça surprend tout le monde, et côté français, en fait, on va déclencher tout ce qui était prévu. Alors, ce qui était prévu, c'était qu'en cas de déclaration de guerre, les populations civiles seraient évacuées. Et elles vont être évacuées, en effet. Le problème, c'est qu'elles vont être évacuées, mais entre-temps, l'armée a fait sauter tous les ponts. C'est pareil, le renseignement, là, on est un peu pas hésitant, mais on est un peu, je sais pas comment il faut être, quoi. Tous les rapports, enfin tout ce que voyaient les soldats français, c'était que l'armée italienne n'était pas en situation d'attaque du tout, quoi. Alors est-ce qu'ils ont craint des bombardements? Je sais pas. En tout cas, le 10 au soir, ils ont fait sauter tous les ponts, ce qui fait que, mais avant d'évacuer la population, ce qui fait qu'on a refait des passerelles sur des torrents. Et pour raconter mon histoire perso, ma mère, elle a été traumatisée, elle avait 6 ans et elle se rappelle encore de la traversée en passerelle qui bougeait, qui balançait dans tous les sens, alors que quelques heures avant, il y avait un pont et on pouvait passer tranquille, quoi. Donc, bon,
ça c'est de la petite histoire, mais on évacue les populations. Alors, par contre, c'est organisé. Les gens, une fois qu'ils prennent le train à M, ils savent où ils vont. Ils vont à Haute-Rive dans la Drôme, ils vont en Haute-Loire, à la Voulte-sur-Loire. C'était préparé à l'avance, ça se fait de manière organisée. On a juste laissé dans les villages des gardes territoriaux chargés de s'occuper un minimum du bétail, soulager les vaches qu'on peut plus traire, veiller à ce qu'il n'y ait pas de pillage, bref, gérer le territoire qui va devenir un territoire militaire. Les soldats français continuent à faire du renseignement et ce renseignement montre que les Italiens n'attaquent toujours pas, mais ça va venir parce que au niveau international, je rappelle, Paris est pris par les Allemands. Enfin, les Allemands sont à Paris le 14 juin. Ils descendent, ils ont passé la Loire, ils vont arriver à Lyon le 18, et précisément, Mussolini, qui a déclaré la guerre le 10 juin, je cite Mussolini, « Je n'ai besoin que de quelques milliers de morts pour m'asseoir en vainqueur à la table des négociations », eh ben, il lui faut quand même ces morts parce que il faut quand même pas que la guerre soit finie avant qu'il ait pu la faire. Donc, depuis le 10 juin, il somme ses généraux de passer à l'offensive et les généraux, en fait, ils freinent un peu parce que l'armée n'est pas prête et on ne transforme pas une logique défensive en logique offensive comme ça en quelques jours à cette époque, surtout en passant des cols à 2200 mètres d'altitude. Alors, face à la pression de Mussolini, qui est aussi celle d'Hitler, puisque le passage de la défensive à l'offensive va être accéléré encore par la réunion entre Hitler et Mussolini qui a lieu à Munich le 18 juin. Vous voyez la chronologie fine, hein, 17 juin, l'appel de Pétain, 18 juin, l'appel de De Gaulle, et 18 juin, la rencontre entre Mussolini et Hitler, qui conviennent de plusieurs choses. Ils conviennent déjà que Mussolini n'aura à l'armistice que ce qu'il aura gagné. Donc, il faut qu'il passe à l'attaque. Et les deux dictateurs se donnent rendez-vous à Chambéry le 22 juin. Bon, le 18, les Allemands sont à Lyon, donc on imagine que Lyon-Chambéry, ça va se faire vite, mais on pense, côté italien, que vu l'état matériel et moral de l'armée française, eh ben, on va, avec une attaque brutale, rapide, passer l'école, et du coup, la Maurienne ou la Tarentaise sont en première loge, puisque pour aller à Chambéry au plus vite, hein, c'est bien par là qu'on passe. Donc, on prépare en toute urgence une attaque très forte sur le Petit Saint-Bernard. Finalement, on a choisi le Petit Saint-Bernard parce que la route est la plus carrossable, parce qu'il y a moins, semble-t-il, pour côté italien, ils pensent qu'il y a moins d'artillerie que dans le système maurianais. Et donc, il y aura en gros une attaque très forte le 21 juin. Objectif, passer le col, prendre le fort de la Redoute ruinée au col de la Traversette, plonger sur Bourg-Saint-Maurice et descendre la vallée de l'Isère pour retrouver Chambéry et pour retrouver ensuite, pour que les armées tombent dans les bras, les soldats tombent dans les bras les uns des autres, allemands et italiens, à Chambéry. Ça c'est le plan. Donc, on amène de toute urgence une division blindée. On amène aussi des soldats à moto, en se disant, ça sera des gens qui vont foncer avant tout, quoi, et voir si le terrain est disponible, est possible. Donc, il y a un peloton de motocyclistes qui arrive. Donc, tout est prêt pour attaquer le 21 juin. Le bataillon Osta, qui sont des valeureux montagnards, sont chargés de prendre le fort de la Traversette à 2450 sur un éperon rocheux super difficile à choper. Et puis, les colonnes motorisées, notamment avec ces petits chars qu'on voit là. Vous voyez, c'est des chars qui sont pas énormes, mais qui sont censés aller vite et qui sont même censés pouvoir avancer dans la neige. Et donc, tout est prêt pour attaquer le 21 juin. Seulement, le 21 juin, il fait horriblement pas beau. Les quelques photos qui sont moches,
certes, mais qui sont quand même parlantes, montrent les difficultés de l'attaque italienne. Les avions sont allés bombarder, des avions sont allés bombarder Bourg-Saint-Maurice. Ils ont un peu abîmé la mairie, mais ils voyaient rien. C'est un temps calamiteux. Et les soldats avec les pelles là sont censés dégager la neige pour que les véhicules puissent passer, les motos notamment puissent passer, puisqu'on est encore dans un moment où le col n'est pas déneigé, quoi. Et donc tout ça, ça sent l'improvisation. Les motocyclistes, les anciens le disaient après, ils sont arrivés en tenue d'été, hein, puisqu'on était le 21 juin. Dans toutes les armées, c'est pareil. Ou du moins, c'était pareil, je sais pas. On met la tenue d'été un jour fixe, mais là-haut, il neigeait, quoi. Là-haut, il neigeait. Donc, des conditions de combat dantesques. Là, là, on est au col du Mont. C'est un mulet qui redescend à mort, en fait. Et les soldats qui montent croisent les premiers morts. Hein. Rigonisterne, un des premiers chocs, c'est qu'en fait, voilà, il monte au combat, il monte pour passer le col. On lui a dit, vous allez passer le col, objectif 5 fois, tout ça. Mais il croise les premiers morts en montant, quoi. Il a 18 ans, ça le refroidit un peu déjà. Et son idée que je vais faire l'armée, l'école de montagne pour l'aventure et un peu les sous, tiens, la guerre va le rattraper là, directement. Il disait, je cite, peu avant le Ruitor, j'ai rencontré 2 brancardiers qui portaient une civière et peinaient dans la neige fraîche. Courage, ai-je dit aux blessés, sous peu tu seras chez toi en convalescence. Il est mort, m'ont répondu les brancardiers. Et ils ont répondu, il est mort en français, parce que c'était des gens du bataillon Ost, quoi. Et à l'évidence, il y aura pas des quantités de morts, mais les combats sont extrêmement éprouvants. Le bataillon Ost n'arrive pas à prendre la traversette. Et après, c'est pareil, j'ai interviewé encore des anciens dans les années 80 qui me disaient, de toute façon, on n'avait pas envie de mourir, hein, non plus. Ça se disait quand même, hein, qu'il y avait des rumeurs d'armistice. On n'allait pas mourir 2 jours avant l'armistice. En plus, il fallait faire attention sur qui on tirait. Je vais citer la famille Viérin, qui va donner d'ailleurs Viérin, un président de région Vallée d'Ost dans les années 2010 là. Mais la famille Viérin, c'est des gens installés à côté de Bourg-Saint-Maurice. Il y avait 4 fils entre 18 et 32 ans. Les 2 premiers avaient demandé et obtenu la nationalité française parce qu'ils voulaient rentrer à la SNCF. Donc les voilà 2 Viérins français. Les 2 autres, plus jeunes, toujours italiens. En clair, les 2 premiers ont été convoqués dans l'armée française, les deux derniers dans l'armée italienne. Alors, ils n'ont pas pu se tirer dessus parce que les deux petits ont déserté. Mais c'est juste pour dire quand on parle de la guerre du d'en-bas, c'est des situations très concrètes, hein, et qui expliquent aussi, sans doute aussi, que on a fait attention. On n'avait pas envie de mourir cette fois. On n'avait pas envie de perdre sa vie pour l'Italie quand on était dans cette situation-là. Alors là, je ne sais pas si c'est le char de tout à l'heure. En tout cas, il est malade. Il est malade parce que l'artillerie française, elle a fait son boulot. Le fort, il est encerclé au bout d'un moment, mais il lâche pas. Il y a 35 personnes dedans, 35 défenseurs, qui se battent tant qu'ils peuvent, qui tirent tant qu'ils peuvent pour interdire le passage de la route. Et quand ils peuvent plus, quand ils sont débordés ou qu'ils n'ont plus de munitions, ils font donner l'artillerie de court-bâton de la cave à canon, et ça donne le résultat qu'on voit là. C'est-à-dire qu'en fait, ils démolissent la route, ils démolissent le pont de la Marquise, ils cassent des blindés, et ça n'arrivera pas au bout. Alors ça, c'est l'attaque du 21 juin, qui en fait clairement échoue, quoi. Le rendez-vous du 22 à Chambéry, c'est même pas la peine d'y penser. Les Italiens ont avancé de 3-4 kilomètres, au maximum 6 ou 7 jusqu'à Sainte-Foy, mais en tout cas, ils n'ont pas passé du tout la ligne de défense. Ils ont avancé un peu dans les avant-postes, qui se replient en bon ordre au fur et à mesure qu'ils sont débordés par le nombre, hein, parce qu'en gros, le
le rapport de force, c'est 7 contre 1 à peu près. Il y a une deuxième partie de combat qui se passe en très haute altitude et à la limite du Beaufortin. Et là, ce sont des soldats, vraiment des soldats d'élite qui tentent des passages au col de l'Enclave, sur le glacier de Tré-la-Tête. On est là dans du combat en très haute montagne. Et c'est là qu'on va reparler de Bulle, puisque Bulle tient là la tête de l'Enclave. Et il a un de ses postes, un de ses sergents qui tient la crête. Lui, il va descendre sur une petite plateforme pour tirailler sur les Italiens qui arrivent. Il va repousser, en gros, un petit groupe là. Ils sont une vingtaine. Ils vont tenir le coup face à plusieurs dizaines, peut-être. À plusieurs dizaines d'attaquants, ils vont les laisser sur place, les bloquer, et après, non plus, ils bougent plus. Et ce qui est étonnant là, c'est que le 24 juin, Bulle, ils n'ont plus rien mangé déjà depuis longtemps, ils n'ont plus de munitions. Bulle va faire descendre le long du trait noir là. Il va descendre en rappel ces soldats qui sont pas tous quand même des super montagnards. Il va descendre, remonter plusieurs fois pour descendre tous ces gars en bas et il va les ramener au Chapieux, il va les ramener à Bourg-Saint-Maurice tous entiers. C'est l'illustration à la fois d'un jeune chef qui fait attention à ses hommes, et en même temps qui a signé un exploit militaire que parfois l'armée a un peu, la mémoire militaire a parfois un peu exagéré là. Je me rappelle d'expositions où on voyait Bulle en mode Rambo, pendu à une corde, tirant en l'air alors qu'il était pendouillé à une corde. Bon, il ne faut pas exagérer. Les témoins que j'ai interrogés à l'époque, les Ovides blancs, là, les vieux qui traînaient avec lui, ils disaient qu'il s'était mis sur un espèce de replat pour caler son fusil mitrailleur, que c'était pas en mode Rambo quoi quand même. Mais l'exploit il est là et surtout ça va continuer à entretenir le fait que les Italiens sont pas passés et que l'armée des Alpes elle continue à se battre. Alors, le 26 juin, Mussolini, vous le reconnaissez, Mussolini, avec à sa gauche Badoglio, le chef de l'armée, il vient pour constater, il vient avec une équipe de cinéastes pour constater, pour transformer de fait un échec militaire en épopée. Et il va y avoir un film donc sur la bataille de C. On va même enflammer des bottes de foin pour faire plus vrai, quoi. Et on verra dans le film des soldats qui courent dans la fumée, qui sortent de la fumée et du foin. Tout ça, c'est du cinéma, mais ça en dit long sur le régime. Hein. C'est un régime de parole, on sait bien aussi. Mais Mussolini qui vient sur place, mais qui a on a soigneusement évacué le bataillon Ost qui a échoué à prendre le fort de la Traversette et on l'a remplacé par un régiment de chemises noires qui n'avait pas combattu. Du coup, on a là un espèce de résumé là d'un régime politique qui fait pas confiance à ses militaires, dont les grands chefs militaires ont quand même failli, mais à vrai dire, ils n'ont pas mis beaucoup d'enthousiasme à transformer l'armée en une armée offensive sérieuse. À leur décharge, c'était quasi impossible avec les moyens qu'avait l'Italie à l'époque et dans la situation morale de l'époque. Mais le goût de transformer un échec militaire en victoire politique, il va aller assez loin puisque le 30 août 1940, Mussolini va signer un décret qui va installer dans les zones conquises, et les zones conquises en Savoie, c'est 3 communes qui devaient totaliser en tout même pas 2000 habitants, 5 communes en Maurienne qui n'en totalisaient pas plus,
Mais dans cette zone-là, de même que dans les zones du sud, les quelques avant-postes qui ont conquis, plus un petit peu la ville de Menton, qui était l'endroit le plus peuplé qu'ils aient pu conquérir, entre guillemets, eh bien, ils vont installer là un système d'occupation de quasi-annexion. On pourra en revenir dessus si vous voulez après, mais un véritable processus d'annexion. Et en effet, il n'ira pas plus loin, c'est-à-dire que la zone d'occupation italienne de 1940 à 1943, cette zone-là, ces petites zones conquises vont rester sous administration italienne. Ça concerne 80 km², je crois, et dont beaucoup de montagnes. Enfin, c'est presque rien, c'est pas grand-chose, mais quand même, voilà, c'est histoire de dire, j'ai annexé quelque chose, je suis arrivé à gagner. En revanche, l'armée italienne, elle a de l'honneur, puisque la photo que vous voyez là, qui est une photo italienne, c'est la sortie le 3 juillet 40. C'est la sortie, alors c'est des photos célèbres, ça, ce sont le bataillon de forteresse, le 70e bataillon de forteresse de la Redoute ruinée, qui sort avec ses armes. On est là 8 jours après l'armistice, mais vu que le fort n'a pas été pris par les Italiens, eh ben les Italiens disent « Ok, vous êtes libres, rentrez chez vous avec vos armes ». Et il y a même, mieux que ça, hein, les Italiens, on voit l'officier avec le chapeau, les Italiens même leur rendent les honneurs. Vous voyez cette photo italienne là, où on voit les Français en béret qui sortent et les soldats casqués italiens qui leur rendent les honneurs. Il est écrit sur la photo Con l'onore delle armi, hein, avec l'honneur des armes. Les soldats français sortent du fort de la Traversette. On est le 2 juillet, pardon, 2 juillet 40, 11 heures. J'ai dit 3, c'est le 2. Donc voilà, avec le sentiment quand même assez rare à l'époque de ne pas avoir été battu. C'est une armée française victorieuse. Alors, cette photo est assez rare, elle est italienne. Là, c'en est une un peu plus classique où on voit là aussi le fort qui a subi assez peu de dégâts finalement. Il est très étroit et donc les Français qui ont eu quelques blessés, mais rien de très grave. Et donc, alors Mussolini a évité de jeter un œil au fort qui était toujours là avec le drapeau français quand il est passé. Hein. Alors, on va bien sûr mettre le drapeau italien et le lieutenant Desserteau qu'on voit là est en train de replier le drapeau français et sorti de la Traversette. Alors, cet épisode de la guerre dite des Senteurs, qui se termine en même temps que les autres armistices, puisque Hitler, brave bête avec Mussolini, lui avait dit je fais traîner en gros les négociations, je ne signerai pas d'armistice avec la France tant que vous ne l'aurez pas signé, vous, Italiens. Donc ça lui laissait quand même un peu de temps pour conquérir des choses. En fait, il n'a rien conquis du tout. Et ce sentiment que l'armée des Alpes, que ces gens-là de là-haut ont de leur victoire, du moins de leur non-défaite, quoi. On le retrouve aussi face aux Allemands où, pour parler d'autre chose, à Vorep, la même armée des Alpes, un peu faite de briques et de broc, a non seulement tenu tête, mais causé des dégâts aux Allemands les mêmes jours, 23-24 juin. C'est-à-dire que Pétain avait dit qu'il fallait cesser le combat, beaucoup l'ont fait et sont devenus prisonniers. L'armée des Alpes, elle l'a pas fait. Son général, hein, le général Olry, c'est en grande partie de son initiative. Il a dit moi, on m'a mis mon armée devant les Italiens, j'y reste. Et quand ce sera l'armistice, on arrêtera, mais pour l'instant, on n'arrête pas. Et ce sentiment-là, pour moi, il est très important parce qu'il va accentuer les phénomènes de l'armée italienne. Quand on suit Rigoni Stern, quand on suit son équipée là, quand il la raconte, on voit bien qu'à chaque épisode militaire, son enthousiasme s'éteint. Et là, il y a un truc qu'il fait, il y a quelque chose qui le frappe là très fortement, c'est quand il rencontre, quand il descend du col du Mont, qu'il voit les premiers chalets d'alpage et qu'il se rend compte qu'en fait, c'est les premiers qui sont passés ont saccagé le chalet et ils trouvent de la polinde froide
des fromages qui ont été du linge, du pauvre linge de pauvres gens, de la pauvre vaisselle de pauvres gens, et il se rend bien compte qu'en fait, ces gens sont comme lui, comme sa famille en tout cas, et qu'il commence à se poser des questions sur le sens de sa vie. Il avait 18 ans, fallait pas lui demander de faire une analyse géopolitique mondiale de l'époque, mais il va se la faire tout seul, parce que pour Rigoni Stern, la suite, ça va être la Grèce, le Monténégro, donc les campagnes de Grèce, de Yougoslavie, puis la campagne de Russie, puis le Stalingrad, quoi, en clair, quoi. Donc, mais déjà, sa guerre de juin 40, qu'il raconte dans un livre qui s'appelle En guerre, campagne de France et d'Albanie 1940, et surtout le dernier bouquin qu'il a écrit qui s'appelle La dernière partie de cartes, où là, il parle un peu plus justement il essaye de réfléchir sur comment il a évolué comme jeune homme, qu'est-ce qui a fait qu'il s'était engagé dans ce truc-là. Et donc, c'est vraiment un écrivain que je recommande, mais que j'imagine s'il y a des collègues profs d'italien là, dans l'assistance, je suis sûr qu'ils connaissent Rigoni Stern, qui est un type assez étonnant. Je résiste pas, je vous le montre, parce que c'est lui. Là, on est en 2002. Et pour la première fois, il est revenu sur les territoires sur lesquels il a combattu. Alors, j'ai eu la fierté et l'honneur de le rencontrer, de lui remontrer les villages dont il parle dans son bouquin. Et il a raconté, et de lui faire rencontrer aussi des anciens de la compagnie Bulle, des sections d'éclaireurs skieurs. Et le voir à l'hospice du Petit Saint-Bernard, boire le Génépi avec un de ses anciens ennemis, enfin, des gens, alors qu'ils auraient pu s'entretuer en 40, c'était assez étonnant. Cette photo-là, on était en septembre et il neigeait ce jour-là, donc mais c'est un personnage tout à fait étonnant. Avant de conclure plus ou moins, que dire sur justement l'impact, à mon avis, de ce qui se passe. Bulle, dans cette affaire-là, il redescend de son col de l'enclave, de sa tête de l'enclave, avec les nerfs, on dirait aujourd'hui. Il redescend en disant, voilà, j'avais un poste de radio qui s'est avéré complètement nul. J'ai pas pu faire ce que je voulais au niveau des transmissions. On n'a pas perdu, et qu'est-ce que je vois là? Ça y est, on s'écroule, on signe l'armistice. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, le passage à l'idée de résistance, il est quasi immédiat, même s'il ne va se concrétiser que quand l'armée d'armistice sera dissoute en novembre 42. En novembre 42, Bulle quitte l'armée parce que de toute façon il est licencié comme tout le monde. Son premier réflexe, en fait, c'est d'entrer en clandestinité et de remonter dans le Beaufortain, où il va retrouver ses éclaireurs skieurs, et lui, il va les pousser dans le maquis, et eux, ils vont s'occuper de sa clandestinité. C'est-à-dire qu'il va habiter dans des chalets d'alpage, les chalets d'alpage qui vont servir de cache, puis de récupération d'armes parachutées, etc. Et ces éclaireurs skieurs vont entrer dans le futur bataillon Bulle, quoi, en gros dans les maquis du Beaufortain. C'est pas un hasard, hein, c'est que la forte relation, une relation presque intime, hein, qu'il a créée avec ces gens qui sont plus vieux que lui, qui sont pas il n'est pas de cette région a priori. Il crée ça déjà pendant la drôle de guerre. Pendant la drôle de guerre, ils s'ennuient pas, hein, ils se débrouillent qu'ils s'ennuient pas, ces gars. Ils font des courses de ski l'hiver, ils font de la montagne l'été, ils les transforment vraiment en sportifs, à défaut de pouvoir les transformer en escaladeurs purs. Mais cette relation qui se noue à ce moment-là, elle est évidemment renforcée par les combats de juin 40, et elle trouvera sa traduction dans les maquis du Beaufortain en 44. C'est les mêmes, ce sont les mêmes. Et si je veux, et je vais terminer là, si je veux aussi faire le parallèle,
c'est que le lieutenant Valdautin du bataillon Ost, à qui rend les honneurs à Desserteaux sur la redoute ruinée, etc., eh bien, le capitaine a été tué dans l'attaque, le capitaine Boiry, mais le lieutenant qui prend la suite, en fait, on va le retrouver à la tête d'un bataillon de la résistance valdôtaine en 44-45. Et plusieurs de ces assaillants de juin 40 vont être des maquisards, des partigiani en 44. C'est que il y a quand même si ce sont des gens de peu, des montagnards, etc., il y a une analyse politique qui se fait en même temps que l'expérience militaire leur raconte le fascisme, quoi. Bon, après avoir fait la campagne de France, celle de Grèce et celle de Russie, pour beaucoup, la solution, ils la voient dans la fin la plus rapide possible du fascisme. Et il y a un fil qui n'est pas artificiel, hein, je vous jure. Bon, j'avoue, quand j'étais jeune et que j'ai travaillé sur cette question des Valdôtains face à la guerre et tout, j'avoue que je me vois là maintenant, je guettais toutes les sources, toutes les traces d'antifascisme en Vallée d'Ost. J'aurais adoré qu'ils soient tous antifascistes. C'est pas vrai. Il y avait aussi des fascistes en Vallée d'Ost. Mais ce que je dis sur ces militaires qui finissent dans la résistance, là, je peux vous en aligner. Je peux aligner des noms, quoi, plein. Et ça va plus loin que ça, parce que les Valdôtains, tellement écœurés par la manière dont le fascisme les a traités, en 45, il y a un vrai mouvement séparatiste en Vallée d'Ost de Valdôtains certains veulent une autonomie dans la future Italie libre, mais il y en a qui veulent le rattachement à la France, carrément, et qui vont même prendre des risques pour ça. Il y en a qui feront de la prison pour ça, même dans l'Italie démocratique, parce qu'ils voulaient aller au bout du rejet du fascisme en réclamant carrément un rattachement à la France. Voilà, j'ai un peu balayé loin. J'ai laissé personne me poser de questions, ce qui n'est pas bien. Mais maintenant, je peux répondre. Enfin, vous pouvez parler, répondre à tout ça. Bien, merci Jean-Marc du coup pour cette passionnante conférence. Donc, pour les autres, si vous souhaitez poser des questions, il y a deux options. C'est soit vous activez votre micro et éventuellement votre vidéo, vous pouvez les poser en direct. Soit vous pouvez les poser via le chat. Donc, il y avait une question de Florent qui se posait la question de quand dater la photographie qui illustre l'exploit de Bulle face aux Italiens. Alors, la photo, c'est-à-dire celle-là, celle où on a ajouté par-dessus les croix et tout ça. Ça, c'est une photo prise par François Gex, qui était un Haut-Savoyard de la compagnie Bulle, qui était un passionné, qui a beaucoup œuvré pour que je raconte la vie de Jean-Marie Bulle et qui m'a donné plein de trucs, dont ça. Il avait un peu il avait reconstruit ce qui s'était passé à partir des témoignages, etc. Ok, j'avais une question aussi de Jean-Marc Molane. Y avait-il pas une présence militaire italienne dans le sud jusqu'à Avignon? Alors, cette présence italienne, il faut la dater. En gros, je vous disais tout à l'heure que les Italiens ont fait un statut d'occupation-annexion sur les zones qu'ils avaient conquises, c'est-à-dire pas grand-chose. La principale, c'était Menton. Mais il y avait avant-guerre, il y avait dans le pacte d'acier entre Hitler et Mussolini, il y avait l'idée qu'en cas de guerre contre la France, l'Italie aurait en charge d'occuper toute la partie est du Rhône. Ce qui fait qu'en novembre 42, après le débarquement allié en Afrique du Nord, fin de la zone libre en France, donc l'armée allemande passe la ligne de démarcation et occupe tout le sud de la France, et l'armée italienne avance et va occuper, en fonction de ces accords entre Roata et Stuttnagel, je crois, ils vont occuper toute la partie est du Rhône, d'où la présence d'Italiens un peu partout dans la Drôme, dans le Vaucluse, à Nice évidemment, avec juste un détail, c'est que comme les Allemands ont moyennement confiance et puis qu'ils veulent contrôler eux, ils se gardent la voie ferrée de la vallée du Rhône. C'est-à-dire que des villes comme Valence, Vienne, Valence, même Avignon, je pense, en gros tout le long de la voie ferrée, c'est les Allemands qui contrôlent.
Et du coup, est-ce qu'il y avait des combattants frontaliers qui étaient envoyés sur d'autres fronts pour éviter des états d'âme? Notamment sur le fait Non. qu'ils se connaissaient bien, apparemment, les Français et les Italiens. Alors, les états d'âme, de toute façon, il y avait que les Italiens qui pouvaient les avoir, parce que dans la où c'est eux qui attaquaient, les Français, ils n'avaient pas d'état d'âme, ils défendaient leur village, leur maison. De l'autre côté, ils auraient pu mettre les Valdôtains ailleurs. Je pense que le haut commandement, d'abord, dans la précipitation, ils étaient là, et donc les déplacer quelque part dans l'Ubaye ou vers Nice, ça aurait été très long et compliqué. Et puis, on faisait aussi confiance à leur connaissance du terrain et à leur valeur militaire euh, qu'ils avaient en mémoire. Hein. Ils avaient combattu héroïquement dans la Première Guerre. Je pense que c'est ça la question, la réponse. Elle est pas, c'est une, comment dire, je pense que c'est ça, mais j'ai pas de traces d'archives. D'accord. Oui, excusez-moi, pour préciser sur ce sujet, j'ai dans mon histoire familiale, bon, je l'ai un petit peu écrit là, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait des cousins français, donc qui étaient d'un côté de la frontière, dans la vallée d'Oux, en fait, en face de Montgenèvre, et des soldats italiens. Et en fait, les Italiens en particulier, quand ils savaient que effectivement ils avaient des cousins plus ou moins éloignés en face d'eux, ils ajustaient pas trop leurs tirs et ils étaient pas très motivés pour attaquer le Mont-Genèvre. Non, c'est sûr. Après, c'est pareil, quand je relis ce que j'ai écrit il y a je sais pas combien, 25 ans ou 30 ans, je me dis, là, tu surinterprètes un peu, là, quand même, peut-être bien. Mais sûrement que ça les déchirait, de toute façon, hein, d'avoir. En plus, les Valdôtains, il y avait au moins un Valdôtain sur 4. Un Valdôtain sur 4 des années 1900 était à Paris. Dans chaque famille, il y avait un Valdôtain à Paris. Ils avaient peur qu'on les mette en prison aussi, ce qui aurait pu être possible. Bon, si on avait dû mettre tous les Italiens de France en prison, non, il n'y aurait pas eu assez de prison. Mais quand même, c'est sûr que ça leur déchirait le cœur d'attaquer la France, d'autant que en 14-18, ces gens-là ont combattu ensemble. On le verra bien pendant le temps de l'occupation italienne qu'on évoquait tout à l'heure, là, les 9 mois d'occupation italienne de novembre 42 au 8 septembre 43, le général italien qui commande les troupes d'occupation et qui est installé à Grenoble s'appelle De Castiglione. C'est de la vieille noblesse lombarde là, de Varese. Il parle français, il est francophile, on lui a décerné la Croix de guerre française en 1917 sur le Piave et vers le Montétombe, par là-bas. En gros, il a combattu avec des Français, il a très bien combattu, et il y a un général français qui va octroyer la Croix de guerre française. Donc, quand ce type vient à la tête des troupes d'occupation italiennes en France, lui aussi, il a de la retenue. Hein. Lui aussi, il a de la retenue. Ça va se voir avec le bilan de l'occupation italienne. Alors, question de Kevin, le fait qu'une promotion de Saint-Cyr ait été baptisée chef de bataillon Bulle, donc promotion 2010-13, a-t-il favorisé la mémoire de cette période et si oui, dans quel sens? Alors, en fait, alors je vais pour un coup, je vais pas être modeste. J'avais écrit la biographie de Bulle et c'est à Saint-Cyr, je crois que dans chaque promotion, mais je suis pas spécialiste, mais dans chaque promotion, je crois qu'il y a 2 ou 3 gars qui sont chargés d'enquêter pour trouver un parrain à la promotion. Et le type, il a lu mon bouquin et il m'a parlé, on s'est beaucoup parlé au téléphone et tout ça, et il a convaincu les autres d'appeler sa promotion la promotion Bulle. Et du coup, en 2004, je me rappelle plus quand c'est leur truc. Non, c'était 2004. Je sais non, c'est pendant les festivités de l'anniversaire de la Libération en 2014. Les Saint-Cyriens de la promotion Bulle ont été parachutés sur les Chapieux par là-bas. Enfin, ils ont fait partie de la commémoration. Mais ça s'est fait dans ce sens-là. Alors, est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions à poser?
Il nous reste une petite vingtaine de minutes, donc n'hésitez pas. Sais-tu de quand date la photographie? Alors, c'est pas celle-là. Bah si, on y a répondu ça déjà, Florent. Sais-tu de quand date la photographie qui illustre l'exploit de Bulle face aux Italiens? Après 40 ou après-guerre? C'est après-guerre. D'accord. La photo est d'après-guerre. Quelle a été l'action de l'OVRA en Savoie par la suite? Alors l'OVRA, elle intervient dans la zone occupée, déjà dans la petite zone petitement occupée entre 40 et 43. À noter quand même que cette zone, elle reste à statut spécial même quand l'Italie occupe tout l'est du Rhône à partir de novembre 42. C'est-à-dire qu'il garde quand même cette espèce de statut spécial dont je peux reparler, si vous voulez, un statut de quasi-annexion. Alors l'OVRA, en fait, elle intervient bien dans la zone occupée, mais c'est presque plus pour surveiller des Italiens que pour... alors ils vont arrêter quelques résistants français. À Nice, ils vont par exemple arrêter Léon Perrier, qui avait 70 ans, qui était président du Conseil général de l'Isère, révoqué par Vichy, assigné à résidence à Nice. Et à Nice, il fait partie d'un groupe de résistance clandestinement. Il a même porté les armes et il a été un temps, il a été arrêté par l'OVRA. Ils ont dû le lâcher aussi en raison de son grand âge. Il était déjà très vieux. Mais souvent, l'OVRA, en fait, elle continue à chercher des antifascistes italiens qui se sont réfugiés en France. Et c'est surtout à ça c'est surtout ce travail-là qu'elle opère dans la zone occupée. Plus que de chasser la résistance qui, à vrai dire, ne prend pas non plus l'Italie comme les Italiens comme cible. C'est une drôle d'occupation aussi, ça. Hein. Parce que personne n'a tellement intérêt que ça se passe mal. Les résistants n'ont pas intérêt que ça se passe mal parce que c'est le temps des Italiens, c'est le moment où commencent à affluer les réfractaires au STO et qu'il faut habiller, nourrir, leur trouver des endroits. Et donc, on ne va pas provoquer les Italiens parce qu'on a du travail à faire, en quelque sorte. Et la résistance, quand elle s'attaque à des gens, elle s'attaque plutôt à des miliciens. On le voit bien en Haute-Savoie, où la résistance, elle tue des chefs miliciens, elle tue jamais d'Italiens, ou vraiment hyper rarement. Les Italiens, de leur côté, quand ils sont en occupation en France, c'est quand même beaucoup plus sympathique que ce qui se passe, par exemple, sur le front de l'Est, où l'armée italienne continue à être engagée avec les Allemands et où ça se passe pas bien du tout. Donc, plutôt que le front russe, une occupation peinarde à Chambéry, du coup, personne ne se provoque. Personne ne se provoque. Alors, c'est pareil, après, il faut se méfier un petit peu comment dire, d'une certaine, de la construction un petit peu de légende. Mais, par exemple, les Italiens, quand ils montaient, paraît-il, à la recherche des maquis en Tarentaise, on dit, j'ai jamais pu le vérifier vraiment, mais on dit qu'ils prévenaient le facteur, que le lendemain, ils allaient monter là-haut, quoi. Donc, normalement, tout le monde était au courant au bout de la journée. Et donc, les maquisards, c'est ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire ils planquaient tout ce qu'il y avait à planquer. Les Italiens montaient, faisaient leur visite, redescendaient en faisant un rapport en disant qu'ils n'avaient rien vu. Et en effet, ils n'avaient rien vu. C'est cette espèce d'air du temps où finalement on n'a pas tellement intérêt à ce que les choses se passent mal. Je pense que là, c'est avéré. Pour reprendre le titre de ton ouvrage, qui a construit la légende de Bulle? Alors la légende de Bulle, c'est la légende du Rambo un peu. Moi, j'ai essayé d'aller chercher derrière à travers des témoignages et puis aussi beaucoup de papiers de famille. Le type n'était pas un guerrier a priori. Il a fait son devoir et en excellent guerrier, quoi. Mais il avait pas, c'était pas Valette d'Ozia ou je sais pas ou Bijard, c'est-à-dire des gens qui vivent pour le métier des armes et dont le métier des armes remplisse la vie. Bulle, il avait des tas d'autres trucs pour remplir sa vie et d'ailleurs, il avait dit à des gens qu'après la guerre, il quitterait l'armée.
il ferait autre chose de sa vie, il ferait de l'encadrement de la jeunesse en montagne, notamment. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'homme derrière la légende pour dire que le bouquin n'allait pas que concerner juin 40 et puis les combats des maquis, mais que j'allais essayer de chercher le bonhomme derrière le soldat. Et malheureusement, il a été tué, je crois, au combat, non, en 44, à Albertville. Alors, la manière dont il est mort résume aussi le bonhomme. Hein. Le 19 août 44, la garnison allemande d'Annecy s'est rendue. Elle s'est rendue à la résistance. Annecy-Albertville, hein, voilà. C'est pas loin. Et Bulle, avec son maquis, encerclait complètement la ville d'Albertville. Et en gros, le truc, c'était de faire pression sur les Allemands pour qu'ils capitulent sans qu'il y ait une bataille d'Albertville. Et donc, il y va avec son blouson de militaire pour bien dire je ne suis pas un terroriste comme vous dites, je suis un militaire de l'armée, tout ça. Et il négocie avec un Allemand des négociations possibles et l'Allemand lui dit vous avez ma parole d'officier que si on n'a pas abouti si la discussion n'a pas abouti à 18h ce soir, je vous laisse repartir, vous êtes un émissaire, un négociateur, voilà. Et donc ça va discuter toute la journée, à part que le soir arrivent à Albertville des morceaux de l'armée qui se replient de Grenoble, et notamment avec 2 ou 3 officiers qui ont fait le Vercors, si je puis dire. Et là, le ton change complètement, et l'officier allemand qui avait promis à Bulle de le relâcher, il a plus le dessus, il est dépassé par les gens qui viennent d'arriver, et les gens qui viennent d'arriver, ils lui laissent passer la nuit à Bulle, et le lendemain, ils le mettent dans une bagnole, ils l'emmènent vers Chambéry, ils le flinguent dans le camion, et ils le laissent tomber, ils le jettent sur une route, quoi. Et ça dit aussi le personnage. Il n'a pas attaqué Albertville en se disant si on peut les faire se rendre sans mort, comme à Annecy, ben ça sera mieux. Il y aura moins de morts des 2 côtés. Et puis il a cru un peu en la parole d'honneur d'un officier allemand, et puis ça n'a pas marché. Donc il est mort mais à la veille de la libération, vraiment. Alors j'avais des questions. Une question de Kevin. Le roman Les Montagnards de la nuit de Frison Roche a-t-il encouragé cette légende autour de Bulle? Oui, bien sûr, parce qu'en fait il en parle. Hein. Un de ses personnages, c'est Bulle dans le Montagnards de la nuit. Oui, bien sûr. Comment pourrait-on expliquer l'importance des troupes alpines dans les maquis? Leur engagement semble supérieur à celui d'autres corps et les maquis alpins moins politisés et mieux encadrés que les autres. Alors, j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'armée des Alpes et les chasseurs alpins n'ont pas eu le sentiment d'avoir été balayés comme ont pu avoir d'autres unités de l'armée française, même si ça m'énerve l'idée que l'armée française, la représentation qu'on a de l'armée française à travers la 7e compagnie au clair de lune, c'est très agaçant. Mais le fait est que beaucoup de militaires français, de soldats français ont vécu la défaite de 40 comme une catastrophe absolue, quoi. Tout s'écroule, le militaire, le politique, tout s'écroule. L'armée des Alpes, elle n'a pas connu ça. Au moment de l'armistice, alors faut pas rêver, hein, si la guerre avait duré encore 2-3 jours, ça aurait sûrement pas tenu. Mais Voret a défendu Grenoble. Les Allemands sont arrivés ni à Annecy, ni à Chambéry, ni à Grenoble. Et les Italiens ont avancé sur les quelques miettes des avant-postes. Donc l'armée des Alpes se sent invaincue et ses soldats se sentent invaincus. Et ils n'ont pas l'espèce d'abattement qu'ont pu connaître les autres. Et ça, c'est propice à un esprit de revanche qu'ils espèrent. Alors pendant un certain temps, ils l'espèrent de Pétain. Même Bulle, il espère que Pétain prépare en douce la revanche.
Bon, quand il se rend compte que c'est pas la peine de penser, ben, là, il devient un bandit. Ce qui est pas facile pour un militaire de devenir un bandit. C'est pas facile, hein. Quand on est habitué, quand même les soldats, il y a une culture de l'obéissance. Quand en plus c'est un maréchal de France qui vous dit, on dit sous l'armée, c'est comme ça, et puis continuer à croire en moi, ben ça demande quand même malgré tout dans la culture des militaires rompre, quoi. Devenir clandestin, combattre avec des gens qu'on connaît pas, qui sont même pas habillés en militaire, qui sont armés de briquet de broc, qui sont au milieu, il y a des communistes, c'est pas non plus spontanément proche des militaires. Bref, ceci dit, tout le monde sent bien qu'on a besoin de militaires dans le maquis. Et justement, des gens comme Tom Morel, comme Bull, comme Desserteau, comme d'autres, quand ils prennent en charge les maquis, ce ne sont pas des officiers de la défaite de 40 qui les prennent en charge. Ce sont des officiers qui n'ont pas perdu avec eux en juin 40. Et je pense que ça fait toute la différence. Vous savez, les critiques sur quand les maquisards voyaient arriver en juin 44 des militaires de carrière, et vous savez les blagues sur la naphtaline, tiens, vous avez ressorti votre costume, il sent la naphtaline, c'est maintenant que vous arrivez, enfin bref, toutes ces voilà. Mais ça fonctionne pas cet état d'esprit avec Bull ou Morel, parce que ça craint pas de sentir la naphtaline, hein. Oui, par contre, il y a bien quelques unités de chasseurs alpins qui ont quand même sévèrement été battues. Sur le nord-est en particulier, sur la bataille de l'Aisne par exemple, à Bréant-la-Rounois ou sur Pinon, en fait, bon, sur le 7e BCA, le 27e, etc. Et effectivement, ils ont été battus, mais ils ont su garder un esprit particulier combatif, et je dirais même presque revanchard quand on lit des livres qui ont été écrits peu après. Oui, alors moi je connais surtout ceux de justement ceux-là, quoi, et même ceux du Vercors. Ceux du Vercors, je sais pas, quand on pense à Alain Leray ou François Huette, c'est des gens qui se sont évadés, quoi. Ils avaient l'esprit, même quand ils ont été faits prisonniers, Valette d'Ozia, tout ça, c'est des gens. Déjà quand tu t'évades en 40. Tu te laisses pas emmener en Allemagne et machin, bon, ça dit des choses, ça dit des choses. Après, il y en a pas non plus tant que ça. On en parle beaucoup parce que Gilles Vergniaud, il a compté 80 officiers d'actifs dans le Vercors. C'est pas non plus la foule, hein, mais ils encadrent bien. Bon, il y a des polémiques sur Jaeger, tout ça, mais moi, quand on voit les gens du 6e BCA, par exemple, de l'armée d'armistice, mais dès l'été 40, ils commencent à cacher des armes, ils les cachent dans les cimenteries de Pica, ils partent en montagne, ils partent avec plein d'armes, ils reviennent avec que la moitié parce qu'ils les ont cachées. C'est-à-dire que dès l'été 40, ils ont, d'un certain côté, les premiers actes de désobéissance vis-à-vis enfin, des premiers actes illégaux sur Grenoble, par exemple, c'est le camouflage de matériel des militaires. Alors, simplement, quand on creuse un peu, ces militaires, ils étaient sûrs que Pétain les bénissait de faire ça. Bon, il y a eu déception. Il y a eu déception après, mais en tout cas, c'était fait. L'idée qu'on va cacher des armes parce qu'un jour, on reprendra le combat, ça, c'est une idée forte chez les chasseurs alpins, notamment Grenoble. Oui, ça a été beaucoup fait aussi au 47e BCA, donc qui a été battu sur l'Aisne et après effectivement qui est revenu dans les Alpes avec un encadrement très très fort au niveau de la Tarentaise ou de la Maurienne et qui a de suite planqué des armes effectivement. Pour un guise d'amusement, il faudrait que je vous montre un autre PowerPoint, mais vous allez me croire sur parole, sur la zone que les Italiens ont occupée, annexée par là-haut. Il y a des gens qui ont 85, 86, 87 ans maintenant. Ils ont passé un certificat d'études. Leur diplôme du certificat d'études, il est entouré de vert, blanc, rouge et il est signé par un inspecteur de Turin.
Ils avaient installé l'italien dans les écoles, ils avaient installé la lyre, ils avaient donné des lyres aux gens et installé une épicerie italienne dans la zone. Les curés étaient passés sous régime du concordat, ils étaient payés par l'État italien. Bref, une espèce de petite tentative d'annexion qui peut paraître ridicule vu le nombre de gens que ça concernait, mais de fait, c'était une tentative d'annexion. D'une certaine manière. Ils contrôlaient tout le courrier administratif. À un moment, ils ont déposé les maires. Enfin bref, il y avait un petit bout de Savoia Nostra, comme il disait. Oui, mais c'était peut-être lié aussi effectivement à l'histoire de la Savoie et aussi à l'occupation de Napoléon du nord de l'Italie, qui avait installé une sorte de code Napoléon, des registres d'état civil à la française, etc., qui sont peut-être entrés dans les mœurs, dans les habitudes qui ont été combattues après par le fascisme. Je crois plus prosaïquement que c'était une manière de dire, bon, on n'a pas gagné grand-chose, mais ce qu'on a gagné, ça va se voir. Ça va se voir qu'on a gagné. Alors, c'est particulièrement net à Menton, où ils ont même installé du mobilier urbain italien dans la ville. Ils ont fait des choses comme ça, histoire de pré-annexer en quelque sorte, en espérant qu'un jour, ça annexerait. C'est pas fait. Rigonisterne, le 8 septembre 1943, au moment de la déconfiture totale, il a été fait prisonnier par les Allemands, qui l'ont envoyé en Autriche dans un camp de travail. Et au moment, à la fin de la guerre, dans le désordre de la fin de la guerre, il est parti, il est rentré à pied. Et il a mis 6 jours et 6 nuits, il est rentré chez lui à pied, de son camp de prisonnier. Pour finir l'histoire du bonhomme. Lisez Le Sergent dans la neige, c'est extrêmement fort comme texte. Bien. Une dernière question pour terminer. Rosane qui demandait si le film de Fernandel sur la frontière parle de cette époque. Oui, le film de Fernandel, là, je crois que c'est La Loi, où il y a toute une histoire entre la frontière entre la France et l'Italie qui n'arrête pas de se déplacer. Du coup, qui n'arrête pas de bouger, oui. J'adore ce film. Oui, alors, c'est vrai que la frontière a bougé. La frontière Auxerre-Bernard, elle était au niveau de l'hospice avant, et maintenant elle est sur la ligne de partage des eaux. Mais De Gaulle, en 40, le traité de paix de 47, en fait, mais un peu arrangé par De Gaulle avant déjà, en fait, refixe la frontière sur les lignes de partage des eaux, mais du coup, récupère toutes les constructions militaires italiennes, quoi. C'est-à-dire que leur petite ligne Maginot, qui était quand même moins costaud que la nôtre, je dois dire, mais il y avait quand même pas mal de petits forts comme ça qui sont passés côté français quand on a rectifié la frontière en 47. De Gaulle avait quand même une grosse dent contre. D'ailleurs, il favorise les services secrets français ont favorisé le mouvement valdotin dont je vous parlais tout à l'heure, qui cherchait l'annexion. Alors, ils n'ont pas eu l'annexion. En revanche, ils ont eu un statut d'autonomie qui a complètement sorti la vallée d'Ost du sous-développement. Hein. Entre la vallée de 45 et la vallée d'aujourd'hui, qui est la région la plus riche d'Italie, quasiment. Mais c'est leur statut d'autonomie qui a fait ça. Ils l'ont gagné à ce moment-là, en quelque sorte. Mmh. D'accord. Bien, ben merci Gilles. On va mettre fin du coup à cette conférence. On arrive à terme. Donc, si vous voulez dire un dernier mot pour la fin à l'ensemble des participants. Ben, moi, ça me fait bizarre les participants de ne pas savoir vraiment qui sont ces gens et qu'on les voit. Mais bon, ça c'est les joies de la conférence confinée. Mais en même temps, mine de rien, c'est le fait de pouvoir la revoir après. Je pense que c'est quand même un outil qu'on a utilisé contraint et forcé, mais qui a peut-être son intérêt à terme. En tout cas, c'est un petit épisode, la guerre de juin 40 sur les Alpes par rapport à la Grande Guerre. Mais il y a beaucoup d'humains là-dedans. Il y a beaucoup d'histoires humaines qui sont assez chaleureuses. Voilà. Merci à vous en tout cas. Oui, ben merci à toi Gilles, c'était vraiment passionnant.
Et puis justement, cet aspect, ce que tu dis là, ces histoires humaines, parce que depuis le début des conférences, moi, c'est aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de retrouver toutes ces histoires humaines qui tissent la grande histoire. Un peu l'idée que c'est de l'histoire à hauteur d'homme. Hein, toi, tu disais, voilà, les combats de Tarentaise vus d'en bas. Et ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est quand même, voilà, c'est des hommes qui se sont retrouvés dans des situations qui les dépassaient et qui, du coup, méritent qu'on s'en souvienne, parce que c'est pour ça, nous aussi, qu'on a tenu à faire ces conférences, parce que c'était non seulement l'aspect la victoire oubliée, c'est quand même pas si mal par les temps qui courent de dire que l'armée française n'a pas été juste l'objet de course à pied, comme disait Céline. Voilà. Et puis parce qu'il y a des hommes derrière tout ça et qu'il y a des hommes très intéressants. Je disais dans le chat, moi je milite pour que le quartier Pasteur à Chambéry, qui n'a que le nom de sa rue, s'appelle le quartier Bulle, puisque avec le déplacement du 7e de Bourg-Saint-Maurice, il n'y a plus de quartier Bulle dans la brigade et c'est bien dommage. Mais je vois que le colonel Machet est aussi un passionné de bulles, donc peut-être qu'il va m'aider. Hein, puisque c'est lui qui, dans le chat, dit que tes écrits ont bercé son adolescence. Et je le soupçonne même d'être celui qui est à l'origine du nom de la promotion de Saint-Cyr. En tout cas, merci beaucoup. Merci Gilles. Merci beaucoup. Merci à tous aussi, parce que du coup, on avait des gens qui étaient d'un petit peu de toute la France, de ce que j'ai pu voir. Y compris des États-Unis. Y compris de l'autre bout effectivement, de l'océan. Donc, c'était très intéressant, ce format. Donc, ce qu'on essaiera de faire, c'est qu'à partir à partir de la rentrée prochaine, donc septembre probablement, on fera des conférences mixtes, en fait, où on associera du présentiel et de la visio, de façon à ce que les gens du coin puissent participer en réel à la conférence et que les gens de loin puissent assister aussi avec ces outils visio, donc aux différentes conférences qui seront réalisées à partir de septembre.